le MAC des sports. Et bien sûr, le plateau de l'émission Le MAC des sports sur Mousso TV. Eh bien, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Le MAC des sports. Le MAC des sports, c'est aussi l'actualité sportive de l'un la plus proche, celle qui réunit tous les peuples, toutes les nations autour d'un objectif commun. Alors, en ce jour du vendredi 2 avril 2021, nous sommes là encore pour parler du sport et rien que du sport. Donc, bienvenue, chers téléspectateurs. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans ce programme. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, nous avons l'élection au niveau de la présidence de Djoliba AC de Bamako. Djoliba AC de Bamako, toujours avec le championnat national, le classement et la prochaine journée, la 9e journée du championnat national de première division. Ensuite, nous irons sur le plan continental pour parler des 23 sur les 24 qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avant de s'envoler sur le vieux continent pour parler des éliminatoires pour la qualification du Mondial Qatar 2022. Chers amis, chers parents, chers téléspectateurs, bienvenue. Toujours dans le MAC des sports, je suis toujours avec mon ami Thiam. Mon ami Thiam, comment ça va? Oui, ça va très bien, mon cher Thomas. Oui, Dieu merci. Ok, avec cette semaine qui est un peu bouleversée au niveau de l'élection de la présidence effectivement. de Djoliba de Bamako. Effectivement. Ouais, et puis avec l'organisation du championnat, la prochaine journée et tout. Oui. Tu étais dans les courses d'ici et là. Comment vas-tu? Oui, ça va tranquille. Okay. Dieu merci, tout va bien. Super. On a fourni d'informations aujourd'hui. Ouais. Beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. On va essayer de... Donc vous êtes au courant, ne quittez pas, vous restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Il y a plein de choses dans la poche, n'est-ce pas? Effectivement. Ok. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je dois vous rappeler en même temps que vous pouvez juste nous suivre à la fin de cette émission sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook. Tapez juste le MAC des sports et vous serez reconduit sur la page. N'hésitez pas de liker, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir de nouvelles à chaque fois que nous envoyons une nouvelle vidéo. Ouais. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes là pour parler de l'élection au niveau de la présidence de Djoliba AC de Bamako. Alors, mon cher collaborateur Thiam va nous en parler un peu ce qui s'est passé. Voilà, vous étiez là. Oui, voilà. On était là-bas au centre, au Djoliba AC. Donc, pour l'élection du nouveau président, c'était dans le cadre de leur assemblée générale. Oui. Voilà, donc sans surprise, le président actuel donc, a été réélu. Donc, c'était une réélection en fait. Une réélection. D'accord. Donc, il s'agit de Tidjani Media Nyambele, donc, qui a été réélu président du club Djoliba AC pour les 4 prochaines années. Voilà, donc il n'y a pas eu de surprise. Ça a été fait donc, par l'applaudissement, donc tout simplement. Donc tout le monde était content. Il était le grand favori. Donc il n'y avait pas de concurrent idéal pour... Voilà. Donc ils lui ont fait confiance une fois de plus. Donc pour mener à bien l'équipe le plus haut possible. Donc, et c'est combien la durée de ce nouvel mandat? C'est 4 ans. Il ans. avait été élu il y a 4 ans de cela. Donc il est réélu pour les 4 prochaines années. Donc supposons qu'il brigue le mandat pour la deuxième fois au niveau de la présidence de l'AC de Djoliba. Djoliba, oui, c'est la deuxième fois. Donc je ne suis pas trop dans... dans les bureaucraties de Djoliba pour connaître le nombre de fois. Voilà, s'il peut briguer notre mandat encore ou s'il va s'arrêter sur... le mandat est de 2 ans non renouvelable. Non renouvelable. Voilà, donc nous cherchons d'autres informations. Bon, pour la plupart des présidents des clubs, c'est pas limité. C'est pas exactement. Voilà, autant de fois. En général, c'est ça. Oui. En général, quand même, les nombres de mandats ne sont pas limités. Voilà. Donc, une très bonne nouvelle pour Djoliba, c'est de Bamako. Alors, effectivement, qui est aussi leader du groupe B. Du groupe B. Donc, c'est une très bonne chose. Ça arrive au bon moment, donc, cette élection. Et nous espérons bien qu'il pourra avoir la force pour amener le Djoliba encore plus haut, surtout sur le plan continental. Très bien. Merci beaucoup, Thiam. Rappelons que Djoliba est leader
de la poule B Exactement. de ce championnat avec 18 points suivi de Corofina, le club de mon quartier d'ailleurs avec 11 points. Et puis à la 3e place, nous retrouvons les 11 créateurs avec 10 points. Chers téléspectateurs, je vous laisse sur le reste du programme de la 9e journée du championnat national Orange Mali 2020-2021 avec Thiam. Oui, avant la 9e journée, on a joué depuis le samedi passé. Ah oui. On jouait la 8e journée déjà. Donc, vous allez revenir sur les résultats de la 8e journée. Les résultats de la 8e journée. Oui. Voilà, donc, parce que là, on était trop casé sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, voilà. Donc, voilà. Effectivement. Donc, 6-1. Casse des Sévaré aussi a été battu par CES de Woulongla, 3-2. Le dimanche 28, le stade malien a été approché par l'US Kita, US Union Sportive de Cercle Kita, 0 but partout. Ça s'est poursuivi le lundi 29. Djoliba AC aussi a été accroché par l'ASCO, donc 0 but partout. USFAS aussi et AS Bakaridjan se sont quittés sur un score de 0 but partout également. Le mardi 30, l'AS Nianan de Koulikoro a battu Yélin Olympique 2-0. L'AS Douane aussi a été battu par l'AS Police 1-0. Le dimanche, c'est-à-dire le lendemain, le dimanche COB, ça se poursuit avec la rencontre entre le COB et le 11 créateur de Nyarela à 16h30 au stade Modibo Keïta. Et Black Star et Sony AC vont aussi jouer à 18h30, donc toujours au stade Modibo Keïta. Donc c'était un peu ça les résultats et quelques matchs qui n'ont pas encore joué pour la 8e journée du championnat national Ligue 1 Orange. Donc on poursuit avec la 9e journée. Oui, la 9e journée aussi qui commence aujourd'hui. Très rapidement, voilà, oui. Très rapidement. Donc Casse des Sévaré et Assom vont jouer. L'US Kita et LCBA vont jouer également à 16h. Ouais. L'US Bougoni et AS Real à 16h également. L'AS Bakaridjan AS Niana à 16h. ASCO USFAS à 16h30. L'AS Police Stade Malien de Bamako à 18h30. Demain samedi, CS Dougoulongla va rencontrer l'AS Douane à 18h. Le lundi, il n'y aura pas de match le dimanche. Donc le lundi, Yélin Olympique jouera contre le COB. Le mercredi 7 avril, Black Star jouera contre le Djoliba AC. Et pour terminer cette 9e journée, ça sera donc la rencontre entre le Sony et les 11 créateurs. Et ça sera le 18 avril au niveau de... voilà. Sur la pelouse de Sony AC. Sony AC. Merci beaucoup. Voilà. Donc on rappelle simplement aussi que les 3 leaders du classement, ouais, le classement de la poule, voilà, le premier, donc LCBA qui a 15 points, l'AS Real, voilà. L'AS Real qui a 15 points et le 16 de Golongla aussi qui a 15 points. Les 3 équipes avec 15 points. Voilà. LCBA, Real, Bamako. Ils se départagent tout simplement avec voilà, ils se départagent avec le nombre de... c'est du lourd podium avec 15 points. Oui, c'est un peu bizarre de retrouver 3 équipes en haut du podium avec les mêmes points à la fin de la 8e journée. Avec le même nombre de matchs joués. Oui. Voilà. Les stades maliens se trouvent à la 6e position. Le stade malien, mon cher stade malien. Mais ils ont un match en retard avec 8 points. Oui. Voilà. Mais bon, ils sont en train de remonter un peu la pente. Donc, voilà. Donc, dans la poule B, disons dans la poule B, le Djoliba voilà, sans surprise, voilà. Le Djoliba c'est même bon, avec même leur match nul. Donc ils sont toujours en tête avec 18 points. 18 points. Voilà, devant Yélin Olympique. Yélin Olympique est deuxième avec 13 points. Voilà, le troisième c'est AS Corofina avec 11 points avec un match en retard. Ouais. Donc voilà, on peut Merci beaucoup, Thiam, pour ces rappels en ce qui concerne le championnat national de première division. Oui. Chers amis téléspectateurs, j'espère que vous êtes avec nous et nous sommes avec vous aussi. Nous allons filer tout droit rapidement sur le continent pour parler des 23 qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2021. Normalement, c'est une Coupe d'Afrique qui doit se jouer en 2022, c'est-à-dire en janvier-février 2022. Oui. Mais là,
Confédération africaine a décidé ainsi de garder le nom. Ils ont communiqué, ils ont fait un communiqué tout à l'heure, la fédération, la CAF. Voilà, donc pour donner la date exacte du début de la compétition. Voilà, je pense que donc ça sera le 9 janvier au 13 février. Exactement. Donc du côté du Cameroun. Voilà. Donc voilà, on connaît désormais, comme vous l'avez si bien dit, les 23 des 24 qualifiés. Car le match Bénin-Sierra Leone a été reporté. Donc il était pour une date. Pour quelle cause, selon vous, ce match a été reporté? Bon, je sais pas encore. Il y avait eu de polémiques. Moi, je suis au courant un peu de tout. Je me suis mis un peu dans les entrailles des deux clubs, des deux équipes d'ailleurs. Donc, il reste toutefois une place à attribuer à la CAN 2021, des éliminatoires. Donc, voilà, le match Sierra Leone-Bénin a été reporté pour cause de polémiques sur les tests de Covid-19. Donc, à quelques minutes du début du match, il a été reporté que 5 professionnels de l'équipe béninoise ont été reconnus, testés positifs au Covid. Donc voilà, le Bénin n'a pas du tout digéré cette information. Et surtout, c'est 5 de leurs meilleurs éléments. Donc du coup, ils se sont dit, ils ne peuvent pas jouer le match. C'est dans cette foulée que la CAF a décidé ainsi de reporter le match jusqu'en juin prochain, je pense. Oui, c'est encore un problème majeur au niveau de la CAF. Au niveau de la CAF. Oui. Parce que là, nous connaissons déjà les autres qualifiés. Oui, effectivement. Le 24 parce que donc le mardi dernier déjà marquait la fin des qualifications pour la CAN qui s'est déroulée là au Cameroun. Outre les pays organisateurs, donc, les géants qui sont l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, le Maroc ou encore la Tunisie s'étaient déjà qualifiés depuis un moment. En ces derniers jours de qualification, la Guinée-Bissau, l'Éthiopie et la Mauritanie ont décroché leurs billets. Le vainqueur du match entre le Bénin et la Sierra Leone déterminera le dernier qualifié, puisque le match prévu pour le mardi dernier a été reporté, donc on en a parlé. Le Cap-Vert, lui, termine devant le Rwanda et la Mozambique. Par contre, certaines équipes visionneront la compétition à la télé. Parmi les grands absents, on compte l'Ouganda, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, l'Angola, le Kenya, le Togo, la Zambie, le Congo ou encore le Madagascar. Donc la liste complète des 23 qualifiés sont l'Algérie, le Bénin ou Sierra Leone, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Côte d'Ivoire, l'Égypte, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée-Conakry, Guinée équatoriale. Il y a 2 Guinées, il faut bien préciser. Il y en a 3 même. Il y en a 3. Guinée équatoriale, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Nigeria, Sénégal, Soudan, Tunisie et Zimbabwe. Voici donc les 23 qualifiés par ordre alphabétique. Donc merci beaucoup. Je vais corser un peu l'information avec quelques statistiques. L'Algérie est le tenant du titre de la compétition, rappelons-le. Le Cameroun, c'est le pays hôte. Donc, quels qu'en soient les résultats, le Cameroun est déjà qualifié. Voilà, le Sénégal, c'est le pays finaliste de l'édition de la CAN 2019. Et le Mali, c'est une grosse nation aussi. La Tunisie qui est en forme, qui bat tout le, le foot africain actuellement. Donc, voilà. Et puis, ces 5 pays que je viens de citer, ont terminé avec un joli bilan comptable, puisque les Algériens totalisent 14 points sur 18 possibles. Avec un gros score. N'en parlons plus. Le Sénégal également, les Maliens avec 13 points et les Tunisiens avec 16 points. On rappelle que le dernier match des Aigles, le record de ces éliminatoires. Les Aigles n'ont pas joué leur dernier match, ils ont gagné sur tapis vert. Ils ont gagné sur tapis vert, mais quand même c'est un point qui a été accordé. Donc 3 points. Voilà. Les Tunisiens avec 16 points, voilà ce qui donne encore la force des Tunisiens. Et maintenant, ils battent le record du nombre de points dans les éliminatoires avec 16 points. Donc voilà les autres qualifiés. Vous avez déjà
citer. Et quel est votre équipe favorite à cette CAN 2022, selon vous? Selon moi, oui. Bon, l'équipe d'abord qui a fait, qui a impressionné pendant les éliminatoires. Voilà, pendant cette éliminatoire. Donc moi je pense que le Nigeria et le Ghana, et l'Égypte aussi, le Mali, je pense que ce sont peuvent prétendre à remporter cette compétition. Hein. Ok. Ouais. Mais quand j'ai regardé quelques matchs quand même, par exemple de la Côte d'Ivoire ou d'autres pays, vraiment j'ai trouvé que la qualité, je ne sais pas trop si c'est la qualité du terrain ou quoi, mais je n'ai pas vu. Attention, je vous rappelle que la Côte d'Ivoire, c'est une nation qui a eu une sale habitude de se qualifier dans les dernières périodes de chaque compétition. Donc, il ne faut pas prendre ça en jeu. Lorsqu'ils seront dans la compétition, normalement dite, vous verrez qu'ils vont changer de face. C'est une nation aussi comme le Ghana. Surtout, il y a un nouveau joueur qui a joué son premier match là. Avec la Côte d'Ivoire, Evrad Kouassi, comme ça. Kouassi, il joue dans le championnat ivoirien? Voilà, il joue dans... Non. Ou bien c'est un expatrié? C'est un expatrié. Jamais entendu parler. Oui, Evrad... Moi, je connais les aigles du Mali, voilà. Jean-Evrad Kouassi. Ah, c'est trop compliqué. On l'appelle Crespo. Crespo. Qui a marqué un but, il a été l'homme du match lors de la rencontre Côte d'Ivoire-Éthiopie. Côte d'Ivoire-Éthiopie avec l'arbitre. Quel arbitre? L'arbitre ghanéen qui sifflait cette rencontre. Donc, a eu un malaise. On a eu tous peur lors de cette rencontre. C'était 10 minutes avant la fin de la rencontre. Voilà, donc il s'est évanoui sur le terrain. On a eu tous peur. On pensait que c'était encore l'esprit Marc-Vivian Foé qui était venu un peu. Bon, heureusement qu'il y a eu plus de peur que de mal. On lui a transporté à l'hôpital tout de suite. Donc, le match il est revenu terminer le match ou bien? Non, pas du tout. Pas du tout. Le match n'a pas pu se reprendre puisque encore un problème une fois de plus de la CAF. Le 4e arbitre était de nationalité ivoirienne. Donc, c'est invraisemblable. Donc, monsieur Thiam, vous me dites maintenant que la CAF a choisi comme 4e arbitre un Ivoirien. Un Ivoirien? Un Ivoirien. Alors que le match se jouait aussi. Tout le monde savait, voilà. La CAF savait qu'il ne pouvait pas remplacer ce match. Donc ils ont cherché la solution, ils n'ont pas pu trouver. Donc finalement, ils ont décidé de mettre fin à la rencontre. J'étais là tranquille dans mon canapé, ils pouvaient venir me chercher. Ils ont décidé de mettre fin à la rencontre 10 minutes avant. Donc heureusement que cette histoire est vraiment... C'est un peu comique. Voilà. Sinon, l'Éthiopie pouvait se plaindre, disant qu'ils pouvaient avoir un peu de chance de revenir dans le match. Voilà. Normalement, je ne sais pas, peut-être, normalement, ce qu'on a entendu dans la presse ivoirienne, il devrait, le match, les 10 minutes devraient être organisés pour terminer le match. Il devrait être organisé pour terminer les 10 minutes. Et les temps additionnels, normalement. Mais bon, peut-être que ça ne sera pas trop, puisque ça n'aura pas de conséquences. Mais je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Les deux équipes sont qualifiées. Je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Oui. Comment se fait-il qu'une grande instance de la fédération fêtière, qui organise les messes de football africain, va choisir un arbitre du même pays? C'est incroyable. Dans le même pays où se joue le match. Ça, c'est incroyable, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est une erreur ou bien? Bon, je sais pas, je pense que la CAF nous a habitués à cela, à ce genre de bourde. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais ils nous ont habitués à cela. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses, pas exactement du même contexte, mais que ce genre de bourde quand même arrive dans le football africain. C'est ça un peu le problème. Voilà. Mais bon, comme les deux équipes sont qualifiées, concernant
ce problème. Donc, les déséquilibres, il n'y aura pas de conséquences. Donc, voilà. Puisqu'il y a eu dans leur match, dans leur poule, la Mauritanie, le Madagascar qui jouait face au dernier de leur poule, face au Niger. Donc, si le Madagascar avait gagné, donc c'est Madagascar qui allait passer. Mais ils ont terminé sur un score nul, 0 but partout. D'accord. Dieu merci. Mais cette histoire est vraiment drôle. C'est drôle, c'est triste. Moi, j'aurais quand même. On ne voit pas, on voit pas ce genre de choses. Imaginez. Terminer le match voilà. Dans le continent européen, en Europe, en Amérique du Sud, aux États-Unis, on ne voit pas ce genre de choses comme ça. C'est invraisemblable. C'est une erreur d'organisation. Oui. Donc, restons toujours en Afrique pour regarder quelques séquences des jolis buts lors de ces éliminatoires zone Afrique. Against Tanzania in a friendly. And he's amazingly. Get the ball out to Faguli, but over to this man. Lovely touch here. Oh, Mahrez, what can he do? He's trying to get past his man. Oh, it's just knocked off his feet. This is a chance, a good shot. Oh, what a good. Kebano. But congolais. Are you coming deep? Are you? Andre Ayew skips past 2, skip past 3, Ayew! Oh, that's a brilliant player. Missona's in the back of the net, he's done it, look at that! Natural left-sided position, the drive coming in! On the break is a lovely touch. Samuel to get in on goal, slips his way through. Alors, de retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié les bons moments de quelques temps forts de ces éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations 2021 pour revenir rapidement en Europe pour parler des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2022. Effectivement. Au Qatar. Donc, bien avant de commencer cette édition, ou bien le Qatar est en train de s'organiser, ou bien avec la construction des stades et tout. Selon vous, le Qatar serait prêt au moment venu? Parce que là, la question, ce ne serait pas est-ce que les équipes qualifiées seront prêtes? Non, elles seront prêtes, n'est-ce pas? Mais est-ce que le Qatar, de son côté, serait prêt? Parce que nous avons vu cet effet-là avec le Cameroun. Le Cameroun qui n'est pas prêt. Le Cameroun devait organiser la CAN 2019, je pense. Oui. Et ensuite, de 2021, les compétitions des jeunes. Et heureusement, nous avons eu tout récemment la CHAN qui s'est jouée là-bas. Et maintenant, ça a été un bon test au Cameroun. Oui. Et la CAN en question qui est reportée maintenant en 2022 et qui serait jouée cette fois-ci à Yaoundé, au Cameroun. Et voilà. Maintenant, en ce qui concerne le Qatar et l'organisation du mondial, serait-il prêt? Oui, moi je pense que oui. Je pense qu'ils seront prêts, malgré des incidents et un peu comment on dit, malgré quelques problèmes passés par là. Avec des syndicats, des associations syndicales qui se sont effectivement, des voix qui se sont levées contre l'organisation, enfin contre l'organisation, la construction du stade qui a amené beaucoup de travailleurs dans les chantiers qui sont décédés. Malgré tout cela, moi, des accidents par ici, par là. Effectivement. La non-assurance des travailleurs sur les lieux. Voilà. Donc, mais moi, je pense qu'après tout cela, ils sont financièrement très puissants pour faire face à tout cela. Moi, je pense qu'ils ont déjà construit beaucoup de stades, des stades à la norme, des stades climatisés. Lorsque nous parlons des stades climatisés et tout, je vous donne quelques minutes pour suivre avec nous les exploits de nos amis qataris avec les meilleurs stades qu'ils ont construits.
Chers amis téléspectateurs, j'espère que vous avez bien apprécié les stades qui sont construits par nos amis qataris pour accueillir la messe du football mondial en 2022. Alors, nous allons revenir sur ce plateau pour parler des équipes qui sont en bonne voie, des équipes débutantes pour se qualifier, des équipes qui font tout leur possible pour se qualifier afin de participer à cette fête dans ces meilleurs stades que vous venez de voir. Très rapidement, mon ami, mon cher ami, rappelez-nous quelques pays. Voilà, c'était la trêve internationale en Europe. Bien évidemment, on a joué les 3 premières journées de la qualif pour la Coupe du Monde au Qatar. Donc, on constate que dans le groupe A, le Portugal de Cristiano Ronaldo occupe la première place avec 2 victoires et 1 nul. Le Portugal de Cristiano, dont nous allons revenir sur... sur le 3e match, le match nul polémique, contre la Serbie, effectivement. Donc, dans le groupe B également, donc avec 7 points, l'Italie, deux victoires. L'Espagne, c'est l'Espagne qui occupe la première place dans le groupe B avec 7 points. L'Italie fait le sans faute dans le groupe C avec 9 points. La France est aussi en tête dans le groupe D avec 7 points. Donc avec 7 points également, c'est la Belgique qui occupe la première place dans le groupe E. Dans le groupe F, le Danemark qui occupe la première place avec 9 points. Et dans le groupe G, la Turquie occupe la première place devant les Pays-Bas avec 7 points. La Croatie de Luka Modric occupe la première place dans le groupe H avec 6 points. Avec 9 points, l'Angleterre aussi fait le sans faute qui occupe la première place dans le groupe I. Donc, à la surprise générale, c'est l'Arménie qui occupe la première place dans le groupe J, devant la Macédoine du Nord qui a battu l'Allemagne en Allemagne, donc, et l'Allemagne qui se retrouve à la 3e place. Donc ça, c'était un peu les groupes, les 3 premières journées qui se sont disputées en Europe. Voilà, pendant cette trêve. Donc, pour la trêve, effectivement, la 4e journée et la suite donc se déroulera, je crois, à la 9e en juin. C'est ça. Les prochaines fenêtres internationales s'ouvriront en juin. Voilà. L'Espagne avait déjà gagné à domicile. L'Espagne les a battus. Voilà, mais voilà, je pense à domicile, ça fait longtemps quand même qu'ils n'ont pas été battus. Et c'était une surprise quand même générale, que Macédoine du Nord, qu'on ne connaît pas du tout, les joueurs, donc qui arrivent... Vous connaissez un nom d'un joueur de la Macédoine du Nord? De la Macédoine du Nord? Non. Franchement. Il parle français là-bas, non? Non, Macédoine. Il parle le macédonien. Le Macédoine du Nord, je pense que... Parce qu'en fait, il y a 2 Macédoines. Donc, Macédoine, bien sûr. Voilà. La Macédoine et la Macédoine du Nord. Il y a la Macédoine et la Macédoine du Nord. Effectivement. Donc, mais je ne sais pas quelle langue ils parlent. Peut-être, je pense, peut-être espagnol ou quoi. Tant pis, mais ils ont battu quand même la grande nation. Effectivement. Qu'est-ce qui vous a aussi frappé au cours de ces éliminatoires en zone Europe? Oui, effectivement, c'était aussi la rencontre entre la Serbie et le Portugal. C'était au Portugal. On a vu quelque chose vraiment d'incroyable. Voilà, on sait que le Portugal menait 2-0. Voilà, c'était en Serbie. C'était en Serbie. Le match s'est déroulé en Serbie, oui. Donc la Serbie a pu égaliser, mais à la dernière minute, Cristiano Ronaldo a marqué un but alors que le ballon a déjà franchi la ligne de but. L'arbitre a décidé de ne pas accorder le but. Mais pour quelle raison, selon vous? Pour des raisons du fait que la balle n'a pas franchi la ligne. Parce que tout le monde a vu que... Tout le monde avait vu. Et seul l'arbitre n'a pas vu. Donc malheureusement, il n'y avait pas de VAR, il n'y avait pas de goal line technologie. Et là, je vous rappelle, chers téléspectateurs, que l'assistance de la FIFA a laissé le soin à chaque nation organisatrice de l'événement de l'éliminatoire 2022
l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, d'utiliser ou non, ou bien de décider d'utiliser en commun accord avec la nation visiteuse ou non. D'accord? Oui. Donc vous venez chez moi à domicile pour jouer. Si je veux, je peux décider d'utiliser la VAR ou pas. Ouais. Maintenant, sur ta demande, je peux décider de l'utiliser ou pas. Bien sûr. Donc, nous, les deux équipes aussi peuvent s'asseoir et décider de l'utiliser ou pas. Donc, ce n'est pas une obligation pour chaque nation, chers téléspectateurs, d'utiliser la VAR pour ces éliminatoires. Alors qu'il y avait des moyens, La quand même. Serbie a vraiment laissé tomber la VAR en ce qui concerne ce match. Bien sûr. Heureusement pour eux, malheureusement pour le Portugal, c'est Cristiano et ses compères qui en paient aujourd'hui le prix cher. Donc c'est juste polémique à la fin, donc suite d'un but refusé alors que le ballon avait franchi la ligne, aura finalement servi une bonne cause lorsque Cristiano Ronaldo a jeté son brassard de capitana en sortant juste avant la fin de la rencontre. Oui. Voilà, donc il a complètement tout de suite abandonné le match. Il est sorti. Oui, très fâché. Sans que l'arbitre ait sifflé la fin. Bien sûr, il est resté quelques secondes avant la fin de la rencontre. Donc il a jeté son brassard pour aller. Il y a pas un ramasseur de balles, mais un pompier. Donc un pompier qui était au stade qui a ramassé ce brassard. Donc ce brassard a été mis donc aux enchères et acheté à 64 000 €. Donc je ne sais pas combien ça fait en français. Comment on le dit, un dicton africain, à quelque part malheur est bon. Oui, exactement. À quelque part malheur est bon. Et ce brassard a été revendu à 64 000 €. 64 000 €. Donc c'était aussi donc pour financer le traitement d'un bébé de 6 mois qui est atteint d'amyotrophie. C'est quoi cette maladie-là? Voilà, donc on ne sait pas trop. Entendu parler de cette maladie? En tout cas, c'est une maladie due à une anomalie de l'ADN. Non. C'est une maladie qui est due à des anomalies de l'ADN qui peut amener à paralyser quelqu'un ou à le tuer même. Donc c'est un peu une maladie vraiment un peu dangereuse. C'est vraiment voilà. Donc cet enfant avait vraiment besoin. Il y a juste une vidéo et je vous propose de suivre avec nous ensemble la vidéo qui relate les faits, si la balle a franchi la ligne de but ou pas. Voilà, si Cristiano avait raison ou pas. Est-ce que l'arbitre est revenu ensuite après vers Cristiano? Ce que l'entraîneur de Portugal en pense? Voilà, tout y est dans cette vidéo. On vous retrouve juste de l'autre côté. La réaction de Cristiano Ronaldo ce samedi soir continue de surprendre. Face à la Serbie lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le capitaine portugais a pété les plombs. Alors qu'on jouait les derniers instants d'une rencontre indécise 2-2, les champions d'Europe croient arracher la victoire, mais l'arbitre estime que le ballon n'a pas franchi la ligne de but. Dans un élan de folie, le capitaine portugais fait d'abord mine de quitter le terrain avant le coup de sifflet final, puis jette finalement son brassard au sol. Évidemment, en ce dimanche matin, on ne parle que de cela, un peu partout. On le connaissait très assoiffé de victoire, mais pas à ce point. Cristiano Ronaldo a-t-il donc poussé le bouchon un peu trop loin? Nous jouons le temps additionnel de la rencontre entre la Serbie et le Portugal, après avoir mené 2-0 grâce à un doublé de Diogo Jota. Les Portugais sont rattrapés par les Serbes. En toute fin de match donc, CR7 pense donner le but de la victoire aux siens. Certes, le ballon dépasse la ligne, mais pour ces éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, il n'y a ni VAR, ni Goal Line Technology, et l'arbitre n'accorde pas le but. L'ancien joueur du Real Madrid, fou de rage, semble d'abord quitter le terrain avant le coup de sifflet final, puis jette finalement son brassard au sol. Et bien évidemment, le sélectionneur portugais Fernando Santos devait donner son avis sur cet acte du quintuple Ballon d'Or qui a fait le tour de la planète foot. L'arbitre s'est excusé auprès de moi dans la cabine et m'a dit qu'il était gêné. J'étais dans le vestiaire avec lui et s'est excusé auprès de moi. Il m'avait dit sur le terrain qu'il allait voir les images et que si cela était le cas, ou il m'appelait pour s'excuser, et c'était le cas. C'est la deuxième fois dans une phase de qualification qu'il s'excuse auprès de moi après le match. A-t-il déclaré ? La réaction de Cristiano Ronaldo est naturelle, mais ce n'est pas acceptable pour un capitaine de sélection.
Il ne peut pas balancer son brassard au sol et se diriger vers les vestiaires alors que le match se poursuit. Ce n'est pas acceptable pour un joueur de son importance. Je comprends sa frustration et je lui donne raison parce que son but était valable, mais les arbitres doivent prendre des décisions sans VAR et il doit donner l'exemple. Et celui de ce soir n'est pas à suivre. A déclaré à Record Fernando Meira, ancien international portugais, entre 2000 et 2008, qui a porté à 52 reprises le maillot de la sélection. Le joueur, lui, s'est fendu d'un message sur son compte Instagram. Être capitaine de l'équipe du Portugal est l'une des plus grandes fiertés, l'un des plus grands privilèges de ma vie. Je donne tout et donnerai toujours tout pour mon pays. Cela ne changera jamais. Mais il y a des moments difficiles à gérer, en particulier quand nous avons le sentiment que toute une nation est touchée. Relevons la tête pour faire face aux prochains défis maintenant. Allez le Portugal. La rencontre face au Luxembourg le 30 mars prochain sera l'occasion pour le goleador portugais de faire oublier tout cela. Et voilà, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et vous avez tiré une conclusion, n'est-ce pas? Et vous, ouais, c'est ça. Comment avez-vous vu cette vidéo? C'est ça. Oui, c'est. Bon, l'arbitre est revenu. Cristiano, c'est un être humain. C'est un être humain. L'arbitre est revenu. Aussi, il s'est excusé. Voilà. Il est revenu, il s'est excusé auprès de. C'est une histoire à oublier très rapidement. Exactement, il s'est excusé auprès. Parce qu'il avait promis, pendant le match même, qu'il allait s'excuser s'il regarde la vidéo après et que s'il s'aperçoit que la balle a vraiment franchi la ligne. Donc, il a tenu parole, il s'est excusé. Voilà, auprès du Portugal, auprès de l'entraîneur, auprès des joueurs et auprès du public de la nation portugaise même. Donc voilà. Merci beaucoup, Thiam. Nous allons donc rester en Europe, mais pour parler de nos équipes favorites, de nos équipes favorites, les équipes qui sont en bonne voie pour la qualification. Déjà, c'était la fin des troisièmes journées, mais quand même, il se dégage quelques favorites. La France, qui est la nation détenteuse de la Coupe du Monde actuellement, fait un match nul, une victoire, n'est-ce pas? Ou bien c'est 2 victoires? 2 victoires. 2 victoires. Ils ont 7 points. Voilà. L'Allemagne aussi, mais avec une défaite. L'Allemagne a fait une défaite avec 2 victoires. À ce qui concerne l'Angleterre, l'Angleterre a atomisé une nation, je pense. Effectivement. Voilà. L'Angleterre s'est imposée. C'est une nation surprise. Surprise, qui se qualifie. Avec de très bons joueurs. Voilà, je pense qu'ils ont joué leur dernier match contre Kosovo, je pense bien. Oui, la République de Kosovo. Oui, c'était. S'ils n'ont pas gagné 5-0. Voilà, c'était ça. Ouais, c'était ça, Kosovo qui. Une toute petite nation, un lopin de terre. Effectivement, qui au début prenait quand même des valises aussi. Hein. Ça, je pense qu'ils ont un peu évolué maintenant. Puisque l'Espagne avait eu du mal, j'ai regardé ce match, l'Espagne a eu un peu de mal quand même à marquer le premier but. Le premier but. Oui, mais quand c'est le grand Espagne quand même. C'est comme en Afrique ici, le Soudan du Sud. C'est un peu ça. Le Sud-Soudan prenait des valises au début. Voilà, ce sont des petites nations. Macédoine, même Macédoine du Nord qui était avant aussi, les grandes équipes les atomisaient. Voilà, mais maintenant, aujourd'hui, ils ont pu battre le grand Voilà Allemagne. comment l'Irlande est devenue une grande nation de football aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est difficile de manœuvrer l'Irlande. Bien sûr, Liechtenstein qui sont là. Bon, voilà, il y a plein de petites équipes comme ça. Voilà. Donc très rapidement, nous allons rester en Europe, mais pour parler... Il y a eu avant de finir avec l'Europe. Bon, vous avez quelque chose à dire? Oui, c'est le match entre... Bon, c'est au Japon, hein, le match entre le Japon et... Ah, il y a une petite anecdote là, j'adore ça. Voilà, racontez-nous. Non, le match entre le Japon et c'était la Mongolie. Voilà, c'était aussi pendant la qualification de la Coupe du Monde. Pour la zone. Et comment ça s'est terminé? Sur des coups de karaté sur un score fleuve de 14 buts à 0. Voilà, les Japonais quand même n'ont pas laissé sur les moyens pour battre les Mongols. Les Mongols. Ils sont forts dans le boxe, hein, ça me tient. Oui, ils sont forts dans le boxe. Ils sont forts dans le boxe, dans les gymnastiques. Ils ont un grand athlète aussi, j'ai oublié un peu son nom. Oui, même, ils ont une grande athlète. Un grand athlète qui mesure environ 2 mètres ou 3 mètres. Exactement. Oui. Voilà, mais ils sont tombés de haut comme ça. Donc 14 buts à 0. 14 buts à 0 contre le Japon. C'était pas un record?
En tout cas. Ok, c'était très bien, chers amis téléspectateurs, Voilà. avec ce 14-0 en faveur du Japon. Content pour les qualifications en zone Asie pour Effectivement. la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors, restons toujours en Europe pour cette fois-ci, mais... Non, c'est quand je me souviens des 14. Et le gardien, il était comment? Ah, mais c'est comme ça. Il y a eu changement de gardien. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de scores comme ça. Hein. Il y a eu des 7. J'adore cette histoire. Il y a eu des 7-0 en Europe déjà, de Pays-Bas, les 8-0. On pourrait comprendre. Il y a eu des 7 buts contre le Brésil. Bien en sûr. Coupe du Monde, il y a eu effectivement 7 buts ou bien 6 buts de l'Espagne contre l'Allemagne, je pense. C'est ça. Mais là, 14-0, c'est presque même pas un tournoi de tennis, mais c'est du basketball. Effectivement. Mais restons toujours dans le football pour parler cette fois-ci de la Ligue 1 française, la 31e journée de la Ligue 1 française qui va reprendre ce week-end juste à la fin de cette fenêtre internationale pour la qualification du Mondial 2022. Alors très rapidement, mon ami cher Thiam va nous rappeler le programme de Effectivement. la 31e journée du championnat de France, Ligue 1, le samedi 3 avril. Donc il y aura 3 matchs. Donc Monaco et Metz joueront à 11h. Oui. PSG et Lille joueront également. Et Lens va affronter l'Olympique lyonnais. Le dimanche 4 avril, Angers jouera contre Montpellier, Bordeaux, Strasbourg, Lorient, Brest, Nantes, Nice, Reims, Rennes, Nîmes, Saint-Étienne. Et l'Olympique de Marseille jouera contre Dijon le dimanche à 19h. Très bien, donc, merci beaucoup, Thiam. Voilà. Rappelons que Lille est toujours leader ou bien c'est le PSG qui a repris? Le PSG a repris. Le PSG a repris. Oui. Voilà, suivi par Lille et Monaco. Bien sûr. Qui tape fort en ce moment. Mais moi, je vais suivre dans ce championnat le match Marseille-Dijon. Avec le nouvel entraîneur. Comment il s'appelle? Le Marseille, bon. L'ancien entraîneur de Séville. Oui, l'Argentin. Oui, Sampaoli. Voilà. Georges Sampaoli. Georges Sampaoli qui a repris les rênes de l'équipe de l'Olympique. Voilà, mais avec Marseille, vraiment avec Marseille, on peut s'attendre. Est-ce que vous croyez vraiment que Marseille peut aller loin avec cet entraîneur? Mais pour moi, à mon avis, c'est un entraîneur qui a une personnalité, un charisme, typiquement marseillais. Bien sûr. Mais avec lui, tout peut se passer. Hein. Oui, il peut déconner à tout moment. Oui, c'est un entraîneur aussi qui n'a pas froid aux yeux. Oui. Voilà. Il dit toutes les vérités. Il dit tout ce qu'il passe dans la tête. Oui. Les supporters sont comme ça, ils sont chauds. Ils veulent un entraîneur chaud comme ça. On espère que ça va bien se passer. Au début, ça s'est bien passé. Un entraîneur tatoué, bien sûr, bien costaud comme ça. Voilà, il incarne vraiment l'image de cet Olympique de Marseille. Donc, on espère bien que ça va bien se passer. Voilà, donc il aura besoin, puisque déjà, il a déjà des qualités. Je pense qu'ils ont besoin de se booster un peu quand même pour pouvoir concurrencer, pas concurrencer, mais essayer de finir européen à la fin de ce championnat. Très bien. Marseille aussi, qui est également la ville natale de Zinedine Zidane. Et Zinedine Zidane, justement, l'entraîneur de l'équipe du Real. Là, nous parlons de la Liga Santander, la 29e journée. Très rapidement, le Real Madrid qui va recevoir Eibar Football Club ce samedi à partir de 14h15. Donc, ce même samedi, nous avons le match Grenade-Villarreal à partir de midi temps universel, Osasuna Retafe à partir de 16h30 temps universel. Donc déjà pour le compte de cette 29e journée, le vendredi, nous avons déjà le match le 20 Huesca à partir de 19h. Donc chers abonnés, chers amis téléspectateurs, sur Malivision, donc vous pouvez suivre sur Beins les matchs de dimanche aussi, Séville Atlético Madrid à partir de 19h. Barcelone qui reçoit le Real Valladolid, l'équipe de
Ronaldo, le grand Ronaldo. Effectivement, effectivement. À partir de 19h. Donc, pour clôturer cette 29e journée, le mercredi, nous avons le match de la Real Sociedad, Atlético Bilbao à partir de 19h. Rappelons qu'en Espagne, il y aura également la finale de la Coupe du Roi entre l'Atlético Bilbao et la Real Sociedad. Ce sera la finale du Coupe du Roi 2019-2020 qui n'a pas pu se jouer. Voilà, donc ça se jouera donc le samedi, donc entre l'Atlético Bilbao et la Real Sociedad. Voilà. Donc raison pour laquelle ce match est amené sur mercredi à partir de 19h temps universel. Exactement. Alors partons en Italie, oui. En Angleterre ou en Italie? Bon, on peut aller en Angleterre. Vous êtes chaud pour l'Italie? Oui, un peu plus en Angleterre. Ok, c'est parti. Donc l'Angleterre, on joue déjà. L'Angleterre, je sais très bien que vous avez fait Guardiola. Voilà, une petite. Le style catalan. Voilà, c'est un peu ça. Alors, paf, c'est parti. Donc, ça commence déjà le samedi demain. Oui. 11h30, Chelsea jouera contre West Brom. 14h, Leeds, Sheffield. 16h30, Leicester, Manchester City. 19h, Arsenal, Liverpool. Un gros choc. Attends. Comment est-ce qu'on chante là? Arsenal qui reçoit Liverpool. Ah oui. Oui, you never walk alone. You'll never alone. C'est une très belle chanson. Ça va chauffer dans les entrailles de Emirates Stadium Club. Ça se jouera à Emirates. Je ne pense pas qu'ils vont chanter You never walk alone là-bas. Okay. Voilà, dès dimanche, ça se poursuit avec la rencontre entre Southampton et Burnley. Newcastle jouera également contre Tottenham. Aston Villa jouera contre Fulham. Manchester United jouera contre Brighton. Et enfin, le lundi, Everton jouera contre Crystal Palace. Et enfin, Wolverhampton jouera contre West Ham pour clôturer cette 30e journée de la Première Ligue anglaise. Alors, enchaînez-nous en même temps avec la 29e de la Calcio. Exactement. Dans le Calcio, il y aura la rencontre entre Milan AC le samedi et la Sampdoria de Gênes. Napoli jouera contre Crotone, Genoa jouera contre la Fiorentina, Benevento jouera contre Parme, Sassuolo jouera contre Rome, Lazio de Rome, Spezia, Atalanta Udinese, Cagliari Verona, Torino Juve et enfin Bologne Inter de Milan. Tous les matchs de la Serie A italienne pour cette 29e jouera donc le samedi. Mais je vous rappelle, chers téléspectateurs, que nous avons là la Torino contre la Juventus. Donc c'est un grand derby de la Turie noise. Donc on appelle ça derby de la Turie noise. Bien sûr. Donc, bien sûr. Tu vas suivre ce match? La Juve qui est en difficulté. Très Actuellement. Je pense que leur objectif maintenant, principal, c'est d'être européen. C'est d'être dans la Ligue des Champions, dans les 4 premiers de la Ligue des Champions. Tu vois les 2000 ans qui sont déjà avec un Lukaku extra flamboyant qui nous veut bien laisser. Nous n'avons que 8 ou 9 journées avant la fin du championnat. Avec un Zlatan aussi dans l'autre Milan. C'est un peu difficile de les attraper. Zlatan qui est en forme, Lukaku qui est retourné en sélection après 5 ans. Lautaro Martinez. Voilà. Lautaro qui est en forme. Et le Suédois a marqué, Zlatan a marqué au cours des... il n'a pas marqué, mais il a quand même délivré 2 passes décisives, c'est pas mal. C'est déjà bien. C'est pas mal, donc il a contribué beaucoup. Donc, nous restons dans les championnats pour parler maintenant de la Bundesliga en Allemagne. Alors nous filons tout droit de l'autre côté de la Bavière pour parler du match de demain qui va opposer Augsbourg contre Hoffenheim du Togolais, Ilias Bebou. Et du Malien, Sama Sekou, n'est-ce pas? Exactement. Donc, à partir de 13h30, nous avons le Bayer Leverkusen contre Schalke 04, l'Eintracht Francfort qui se déplace sur le terrain de Borussia Dortmund de Haaland. Alors ça va encore chauffer avec Luka Jovic du Real Madrid. Haaland, il faut rappeler que... Désolé de revenir un peu sur Haaland quand même. Oui, qui n'a pas pu, à la grande surprise quand même, on pensait tous qu'il allait faire comme Lewandowski, brillant en équipe nationale, brillant également en club. Donc il n'a pas pu quand même marquer, ni délivrer de passes décisives avec son pays. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais
Mais il est vraiment courtisé. Il est très courtisé. Au fenêtres internationales, je vous rappelle, chers téléspectateurs, que même avant-hier, c'est-à-dire le jeudi, c'était le jeudi, son papa et son agent ont fait un déplacement sur la Catalogne pour parler avec les dirigeants Blaugrana. Ensuite, leur avion s'est posé à Madrid pour parler avec les dirigeants. Ils sont allés d'abord à Madrid, ensuite au Barça. Selon les informations, ils sont d'abord allés en Catalogne avant de revenir maintenant à Madrid. Et actuellement, ils sont en Angleterre pour parler avec Chelsea, United City et Liverpool également, qui sont dans le coup. Liverpool. Donc, ils vont un peu entendre la proposition de chaque partie avant de... Comme nous n'avons pas beaucoup de temps. Oui, nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, il y a RB Leipzig qui va recevoir le Bayern Munich à partir de 16h, toujours demain. Et nous avons le Borussia Mönchengladbach contre Fribourg. Exactement. Et enfin, nous avons le derby de Berlin. Union Berlin contre Hertha Berlin. Donc voilà. Et à toutes et à tous, je vous rappelle de suivre le match entre Arsenal et Liverpool demain à partir de 19h. Effectivement. Et pour terminer cette émission avec quelques informations, tout simplement, très rapidement, il s'agit de la blessure de Sergio Ramos. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Il a rechuté encore. Voilà, il n'a pas pu jouer le dernier match de l'équipe nationale espagnole. Et aussi pour ajouter le retour d'Eden Hazard. Qui s'est entraîné avec le club ce matin. Effectivement. Voilà. Donc Ramos quand même souffre d'une blessure musculaire au niveau du mollet de la jambe gauche. Donc les médias évoquent une absence d'au moins un mois. Il pourrait donc rater les matchs allés de la Ligue des Champions prévus mardi prochain, peut-être aussi le Classico. Voilà ce qui me fait en notre émission. Sergio Ramos aussi, dont la prolongation de contrat fait toujours couler les encres. Donc je vous rappelle que vous pouvez toutefois nous suivre dans cette émission sur YouTube. Tapez juste le Marc des Sports et vous serez reconduit. Moi et mon ami Thiam, nous sommes toujours là et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine, même chaîne, Mousso TV, la télé qui donne de l'opportunité à tout et à chacun de nous. Et je remercie beaucoup l'équipe technique de nous avoir suivis dans cette émission. Et quant à moi et Thiam, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de travailler à la beauté des choses, car chaque jour que Dieu fait est une vie. Rendez-vous la semaine prochaine, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bye. Tica, tica, tau, tica, tica, tau.